vous propose un voyage avec 3 guides exceptionnels. Je crois que si vous faites le tour des agences de voyage, vous aurez du mal à trouver 3 guides de ce niveau. Ces 3 guides qui vont nous promener en différents lieux et en différents temps sont successivement Nietzsche pour commencer, Rousseau ensuite et Claude Lévi-Strauss pour terminer. Avec 3 voyages que j'appellerai voyage civilisationnel avec Nietzsche, voyage, comment je l'appelais le deuxième, historique ou je ne sais plus trop, on verra bien, avec Rousseau, et un voyage spatial avec Claude Lévi-Strauss. Le voyage, c'est bien sûr, et ce n'est pas scandaleux de le rappeler, un outil d'évasion. On voyage pour oublier un petit peu notre quotidien, pour changer d'horizon, pour rompre avec un présent qui n'est pas toujours très satisfaisant, et je pense qu'aujourd'hui on peut insister lourdement là-dessus. On a tous besoin d'évasion. Mais le voyage peut être aussi, je vais vous le montrer dans cette conférence, un outil intellectuel de premier ordre pour nous permettre de mieux comprendre le monde présent, de mieux retrouver le monde présent au terme du voyage, de percevoir le monde présent avec plus d'acuité que ceux qui ne se sont jamais éloignés du présent. C'est cette démarche qui est commune, m'a-t-il semblé, à ces 3 grands penseurs que sont Nietzsche, Rousseau et Lévi-Strauss, s'éloigner, prendre du recul pour voir avec une vue d'ensemble qui aurait été impossible si on ne s'était pas éloigné du présent. Alors il y a une formule de Nietzsche qui va nous servir de fil conducteur. Est-ce que ça marche mon petit truc? Oui, ce qui ne marche plus déjà. Il ne marche déjà plus. Allez, ah oui, s'il est éteint, il ne reste pas de marcher. Voilà. Donc cette phrase, elle est extraite de Humain, trop humain. Oui, c'est bien ça qui apparaît sur l'écran. Je vous la lis. Elle va nous servir un peu de guide. Je vous demande de la garder dans un coin de votre mémoire tout au long de ma conférence. On a chez Nietzsche l'avantage d'avoir périodiquement dans son œuvre des phrases qui sont rares au fond chez les philosophes, qui font le point sur leur parcours, sur leur démarche, sur leur méthode. J'en veux beaucoup à certains interprètes de Nietzsche de ne pas s'être emparés de ces phrases. Nietzsche est un philosophe qui nous donne des conseils de lecture comme aucun philosophe ne nous en a jamais donné. Vous avez toutes les clés de compréhension de Nietzsche dans les œuvres de Nietzsche. Et c'est par paresse que certains interprètes passent à côté. J'ai essayé de ne pas les imiter. Voilà la phrase. Il y a de grands avantages à se faire une bonne foi et dans une large mesure étranger à son temps, à se laisser flotter sur l'océan des conceptions passées du monde. De là, reportant ses regards vers la côte, on en embrassera pour la première fois sans doute la configuration d'ensemble et on aura au moment de s'en rapprocher l'avantage de la comprendre mieux en totalité que ceux qui ne l'ont jamais quittée. Nietzsche écrit cette phrase au moment où il a séjourné à Florence, où il a pris pour la première fois le bateau, et donc il y en a cette métaphore maritime, on s'éloigne de la côte, on regarde la côte vue de loin, et on voit mieux l'ensemble du paysage que si on était resté évidemment sur la côte elle-même. Donc voilà cette phrase que je vous demande de mémoriser, elle va nous guider tout au long de cette conférence. Premier voyage, donc, l'évasion que j'appellerais civilisationnelle. Le mot est un petit peu compliqué, j'en ai pas trouvé de meilleur. Ce que j'appellerais donc la méthode nietzschéenne, Nietzsche comme guide touristique qui nous propose cette évasion civilisationnelle. Cette affirmation que je viens de citer, de 1878, qu'on trouve dans Humain, trop humain, cette affirmation dont nous sommes partis éclaire de façon rétrospective l'itinéraire du jeune Nietzsche. Tout se passe comme si Nietzsche, dans cette phrase, on est en 1878, il a écrit sa première œuvre, j'en reparlerai dans quelques instants, en 1871, 7 ans auparavant. Tout se passe comme si Nietzsche faisait le point, regardait en arrière, quelles étapes il a franchies, par où est-il passé. Et donc cette phrase, elle jette une lumière absolument unique sur l'itinéraire de Nietzsche lui-même.
nous concentrerons notre attention sur une unique interrogation, pour ne pas nous disperser. En quoi ce que j'appelle l'évasion civilisationnelle a-t-elle permis à Nietzsche de prendre une distance décisive avec Wagner et avec le nationalisme wagnérien, dans lequel Nietzsche avait sombré très brièvement, beaucoup plus brièvement que certains interprètes ne l'ont dit. Nietzsche a été, pendant 2 ou 3 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, peu importe, aveuglé par la passion wagnérienne pour le Reich naissant. Quelques éléments biographiques indispensables. Nietzsche est nommé à 24 ans, enfin il va avoir 25 ans, mais il en a encore 24. Il est nommé à 24 ans professeur de philologie, c'est-à-dire de langues anciennes, c'est ce qu'on appelait sa philologie à l'époque, à l'université de Bâle, en Suisse, qui était une université extrêmement prestigieuse. Autrement dit, il est nommé, lui, de nationalité allemande, dans une université étrangère à 24 ans. Je ne sais pas si vous connaissez le monde universitaire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents, même aujourd'hui, d'individus nommés à 24 ans dans une université étrangère. C'est tout à fait exceptionnel. Bien. Il est nommé professeur de philologie parce que par les hasards de la vie, il a fait des études de philologie. Si ça vous intéresse, on pourra en parler tout à l'heure dans le débat. Ce qui a permis à certains individus qui ne comprennent rien, ça arrive, hein, vous en connaissez autour de vous, de dire que Nietzsche n'est pas un philosophe, il est devenu par hasard philosophe, c'est un philologue. Non, pas du tout, c'est un philosophe. Il a écrit à 18 ans des textes fabuleux. Je disais à mes étudiants de Cannes, ne lisez jamais ces textes de Nietzsche, vous n'oserez plus jamais me rendre une dissertation de philosophie. Hein, non, ne les lisez pas, vous les lirez dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc il a écrit à 18-19 ans des textes absolument prodigieux. L'un s'appelle Fatum et Liberté, c'est des textes absolument merveilleux. Donc il est nommé professeur à Bâle, en Suisse. Il s'y installe le 19 avril 1869, très exactement, et moins d'un mois plus tard, le 15 mai, vous voyez les dates sont précises, il faut qu'elles soient précises, le 15 mai 1869, il frappe, sans s'être annoncé, avec un peu de culot, à la porte de Richard Wagner, son compatriote. Wagner est installé à Tribschen, près de Lucerne, au bord du lac des 4 cantons. Donc, il frappe à la porte de Wagner, et il avait rencontré Wagner une seule fois, à Bonn, sinon, je ne sais plus exactement dans quelle ville, avant de se rendre en Suisse. Mais il le connaissait très très peu. Donc il apprend que Wagner réside là, et par courtoisie, il va rendre visite à un de ses compatriotes célèbres, qui est Richard Wagner. Et Wagner va se prendre de passion pour ce jeune philosophe brillant, qu'il va d'une certaine manière un peu instrumentaliser. Nietzsche, quelques mois à peine plus tard, c'est assez étonnant, il sera invité fin 1869 à passer les fêtes de Noël dans la demeure de Wagner. Cette demeure de Wagner, c'est aussi la demeure de son épouse, Cosima von Bülow, qui est la fille de Liszt, l'immense compositeur. Cosima a 24 ans de moins que son illustre compagnon, pourquoi pas. J'ai égalé cette performance dans l'un de mes innombrables mariages. Donc il a 24 ans de moins que son illustre compagnon, et Nietzsche va tomber follement amoureux de Cosima. On peut dire que Cosima, c'est le grand amour de sa vie. Il l'avait appelée Ariane et elle réapparaît dans les dernières années, au moment où il sombre peu à peu dans le début de démence, jusqu'à s'effondrer en 1889. La rapidité avec laquelle il va devenir l'hôte privilégié de ce qu'il nomme l'île des bienheureux, il appelle ce lieu, cette demeure des Wagner, l'île des bienheureux, dire à quel point il a été heureux pendant quelques mois dans cette demeure, en dialoguant avec Wagner et bien sûr en fréquentant Cosima. Donc le fait qu'il appelle cette demeure de Wagner l'île des bienheureux nous montre le coup de foudre réciproque entre le philosophe et le musicien. Qu'ont-ils en commun, le philosophe et le musicien? Ils ont en commun au moins 3 passions. La 4e n'est pas commune, j'y viens dans un instant. La première passion, la passion pour la musique.
Pour Wagner, c'est évident. Pour Nietzsche, ça l'est un peu moins. Nietzsche est pianiste. Il a appris à jouer du piano à l'âge de 5 ou 6 ans. Sa mère lui a offert un piano. Il a été un excellent compositeur. J'ouvre une toute petite parenthèse. Il y a une quinzaine d'années, je le cite d'ailleurs dans un de mes livres, j'ai été invité, j'ai participé à la fête du livre, au salon du livre de Nice, et j'ai été invité par les organisateurs à une après-midi de conférence sur Nietzsche. Et j'ai entendu le directeur du conservatoire, qui était un homme de grande réputation, réputé musicologue de haut niveau. Il nous a fait écouter donc un morceau de piano écrit par Nietzsche, et cet homme nous a dit, si Nietzsche avait persévéré, il aurait été le plus grand compositeur de la fin du XIXe siècle. C'est pas Granarolo qui dit ça, parce que Granarolo est un fan inconditionnel qui peut vous dire n'importe quoi à propos de Nietzsche. Non, c'est le directeur du conservatoire de Nice. Et quand j'ai écrit mon livre, Les carnets méditerranéens, que j'ai repris ensuite sous la forme du journal Retrouvé, j'ai retrouvé la trace de ce directeur du conservatoire de Nice en lui demandant est-ce que vous m'autorisez à rapporter, parce que c'était quand même un peu délicat, peut-être qu'il avait dit ça parce qu'on avait forcé sur le rosé au repas de midi, que sais-je. Hein. Donc, est-ce que vous m'autorisez à répéter cette phrase? Il m'a dit aucun problème, je pense exactement la même chose. Voilà. Donc Nietzsche est très musicien et il a prononcé entre autres cette phrase magique qu'il me faudrait plusieurs heures pour commenter, mais je vais vous l'épargner ce soir. Sans la musique, la vie serait une erreur. Je vous laisse méditer à cette phrase. Il dit pas elle serait moins belle, hein. Elle serait une erreur. On va réfléchir pendant 3 heures là au moins. Donc ils ont en commun, premièrement, la passion pour la musique. Deuxièmement, la passion pour un philosophe que personne ne lit à l'époque, à part Wagner et Nietzsche, qui est Schopenhauer. Wagner est un passionné de Schopenhauer. Pourquoi? Parce que Schopenhauer, c'est le philosophe de la musique. C'est le philosophe qui a écrit les plus belles pages philosophiques sur la musique. C'est le philosophe qui dit que la musique est un art au-dessus de tous les autres. C'est le seul art qui s'adresse directement, non pas à nos yeux, mais à notre oreille, à notre cerveau directement et à nos émotions. Donc, Wagner est un passionné de Schopenhauer. Quant à Nietzsche, il a trouvé par hasard, chez l'homme auprès de qui il louait son petit appartement, qui était un libraire, il trouve par hasard le livre de Schopenhauer. Je dis le livre de Schopenhauer parce que Schopenhauer n'a écrit qu'un seul livre toute sa vie. Il a réimprimé, réédité 18 fois avec des variantes. C'est un homme tout à fait à part, Schopenhauer. Mais c'est un philosophe passionnant. Donc Nietzsche avait trouvé par hasard Schopenhauer et il est très marqué, il a toujours dit c'est mon premier maître en philosophie. Donc ils ont en commun Schopenhauer que personne ne connaît à l'époque. Schopenhauer aura une revanche posthume extraordinaire. Tout le monde va aduler Schopenhauer à la fin du XIXe siècle. Le malheureux ne l'a pas su, il est enterré depuis longtemps. Schopenhauer était très aigri d'être incompris de tout le monde. On peut le comprendre d'une certaine manière. Il a accompli un acte exceptionnel qui se répète aujourd'hui un peu aux États-Unis. Il a légué sa fortune à son caniche. C'est quand même assez rare. Donc il est devenu très aigri, très misanthrope, etc. Donc deuxième passion, Schopenhauer. Et troisième passion, la Grèce antique. La Grèce ancienne. Nietzsche et Wagner sont tous les deux convaincus que la civilisation grecque est ce qui s'est fait de mieux à la surface de la Terre depuis l'origine des temps, et que c'est en renouant avec cette Grèce antique qu'on pourra redonner du dynamisme à la civilisation. Il y a une quatrième passion, je l'ai indiqué il y a quelques instants, qui est la passion de Wagner et qui sera très brièvement la passion de Nietzsche, c'est la passion pour la nation allemande. C'est la nation pour le nouveau Reich allemand qui vient de se constituer. L'Allemagne était une poussière d'État, et donc du coup elle était faible. Elle s'est réunie donc en 1869-1870, et Wagner est persuadé que ça va devenir le phare de l'humanité, une civilisation équivalente à ce qu'a été la Grèce antique, aussi importante pour la modernité que l'a été la Grèce pour l'Antiquité. Donc ce nouvel État va s'installer bruyamment sur la scène de l'histoire, comme chacun le sait, en 70, lors de la guerre de 1870. Et c'est cette quatrième passion qui va nous occuper quelques instants. En apparence, Nietzsche est proche de Wagner. Il rêve de constituer une œuvre d'art totale. Gesamtkunstwerk, œuvre d'art totale.
Et effectivement, vous avez les titres sur l'écran. Wagner lui-même avait proposé une approche tout à fait semblable, dans 2 ouvrages théoriques qui ne sont plus guère lus aujourd'hui. Il avait publié en 1849 Art et Révolution, Die Kunst und die Revolution, et en 1850 L'œuvre d'art de l'avenir. Il s'agit de quoi s'agit-il? Il s'agit de ressusciter cet art total qu'était la tragédie grecque. Il y a eu, avant Wagner, pourrait-on dire, un seul art total à la surface de la Terre, un art qui s'adressait aux oreilles, aux yeux, avec des mises en scène, des personnages, des décors et de la musique. Wagner, en même temps que Nietzsche, redécouvre ce qu'on avait oublié, c'est que le chœur qui était derrière les comédiennes, derrière les acteurs, était un chœur qui ne parlait pas, mais qui chantait. Malheureusement, on a perdu toute trace de ce qu'était cette musique du chœur de la tragédie grecque. Donc, c'est de cela dont il s'agit de ressusciter cette tragédie grecque, cette œuvre d'art totale, pour en faire le cœur d'une nouvelle civilisation. Et donc Wagner va pousser Nietzsche à écrire un ouvrage qui est le premier livre de Nietzsche, qui est le premier livre publié par Nietzsche, qui est le seul livre du pauvre Nietzsche qui a eu du succès. Pourquoi il a eu du succès ce livre? Parce que Wagner le fait connaître dans les milieux qui le soutiennent, qui sont nombreux et puissants dans toute l'Europe. Et donc, de quoi s'agit-il? Comme l'indique le titre, il s'agit de la tragédie grecque, mais il s'agit aussi de l'Allemagne. C'est un vibrant hommage en l'honneur de cette Allemagne qui vient de prendre place sur la scène de l'histoire. Il s'agit de l'avenir. Alors, le titre est paradoxal, Die Geburt, l'origine, mais en fait, il s'agit de l'avenir. Et la même année où Nietzsche publie la naissance de la tragédie, Die Geburt, l'origine, il fait des conférences sur l'avenir des établissements d'enseignement. Vous voyez, l'origine, l'avenir. Pour lui, les deux sont absolument inséparables. Donc Wagner pousse Nietzsche à écrire ce livre en l'honneur des Grecs, en l'honneur de la musique, en l'honneur de Schopenhauer, et j'ajouterai surtout en l'honneur de Richard Wagner, parce qu'on n'est jamais si bien servi que pour soi-même. Bon. Wagner a trouvé un jeune philosophe brillant qui est capable d'être le philosophe du musicien Wagner et de donner à Wagner une stature unique dans l'histoire de la musique et de la civilisation. Et donc, sous l'influence de Wagner, Nietzsche va s'engager brièvement dans la guerre de 1870. Bon, il a adopté la naturalité suisse, il n'était pas obligé, contrairement à ce qu'on dit parfois, il a choisi, un peu par rejet d'Allemagne. Donc il s'engage, il ne peut pas s'engager comme combattant dans cette guerre de 70, c'est Wagner qui le pousse, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Il s'engage comme infirmier, bon, ça se passe très mal, il tombe malade, il tombe de cheval, plus, alors ça, ne le répétez à personne, parce que ce n'est pas tout à fait confirmé, même si personnellement je n'en ai jamais douté, il est infiniment probable que Nietzsche ait contracté le virus de la syphilis dans ce que, bouchez pour les oreilles, mesdames, on appelait un bordel de campagne. Il est infiniment probable que Nietzsche ait contracté la syphilis et qu'à l'époque, la syphilis dégénérait parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Maupassant a eu le même cas, il y a des dizaines de célébrités du 19e siècle qui ont eu le même problème. Cette syphilis dégénère, elle atteint le cerveau et elle provoque une démence, elle provoque l'effondrement des capacités de l'individu. Donc c'est très certainement ce qui est arrivé à Nietzsche, même s'il n'y a pas de certitude. Il faudrait faire une autopsie, mais on ne le fera jamais. Donc Nietzsche participe et il revient écœuré au bout de 2 mois. Il revient écœuré de tout ce qu'il a vu. Il est écœuré par la violence guerrière, c'est pas du tout un violent, Nietzsche, contrairement à ce que disent beaucoup de mauvais lecteurs, bon, même si les formules peuvent parfois nous troubler, bon, mais ce sont des métaphores de poètes. Et il est écœuré par la médiocrité de ses compatriotes. Je ne vais pas vous raconter mes souvenirs de service militaire, mais enfin, j'ai quand même le souvenir, moi qui venais d'être agrégé de philosophie, les conversations que j'avais avec mes potes
du service militaire ne m'ont pas donné une autre idée de la culture des jeunes Français. Bon, je referme la parenthèse, sinon vous allez me prendre pour un aristocrate scandaleux, etc. Nietzsche revient écœuré par tout ce qu'il entend, les Allemands sont nuls, il écrit des lettres à sa famille qui sont des lettres incendiaires contre l'Allemagne. Et c'est ça le paradoxe. Alors même, on est en 1870, il a déjà rejeté l'Allemagne, il a rejeté le nationalisme de Wagner, il a rejeté cette idée d'une grande Allemagne qui contient des individus exceptionnels, et il va écrire un an ou deux après la naissance de la tragédie, parce qu'il y a un décalage évidemment entre le vécu et puis ce qu'on met sur le papier quand on est écrivain. Alors qu'est-ce qui a permis l'évasion grecque? Parce que vous l'avez compris, ce qui va permettre à Nietzsche de se détacher de ce fantasme nationaliste, antisémite, qui était le fantasme de Wagner, c'est la Grèce. C'est le détour par la Grèce, d'où la phrase que je vous ai demandé de mémoriser tout à l'heure, en s'éloignant de la côte. Donc Nietzsche est plongé dans le territoire allemand par la faute, entre guillemets, de Wagner. Il va s'éloigner de la côte et avoir ce regard sur le rivage, grâce à sa connaissance prodigieuse. Il a un savoir extraordinaire. S'il est nommé professeur de philologie, c'est parce que c'est un des plus grands hellénistes de son époque. Il fait des cours qui sont traduits aujourd'hui, qui sont des chefs-d'œuvre, des cours sur Homère, des cours sur la tragédie grecque, mais aussi des cours déjà sur la philosophie, sur Platon, sur les antésocratiques. Donc il a une connaissance remarquable et exhaustive de la pensée grecque. Et donc au lendemain de cette expérience marquante, qu'est-ce qui a permis l'évasion grecque? Elle a permis trois choses que je vais énumérer rapidement. Première découverte. En s'évadant, en passant par le sol grec, Nietzsche découvre un lien unique entre le savoir et l'individualité. Sitôt qu'il exprime sa pensée propre, et plus quand il cesse de se faire l'écho des idées de Wagner, Nietzsche soutient clairement, il suffit de le lire, que les œuvres d'art contemporaines ne peuvent pas avoir une autre genèse qu'une genèse individuelle. Et là, il faut avoir recours, c'est très souvent utile, aux fragments non publiés, parce que Nietzsche a publié un certain nombre d'ouvrages, mais il a noirci également des dizaines de cahiers qui sont aujourd'hui publiés et traduits, et ces cahiers sont extrêmement précieux. Je disais tout à l'heure, Nietzsche nous a laissé des indications comme aucun philosophe ne nous en a laissé sur l'évolution de sa pensée, ses idées, ses lectures. On sait tout de l'itinéraire de Nietzsche aujourd'hui. Et donc, c'est dans les cahiers non publiés, dans les cahiers posthumes, que nous avons cette formule essentielle que je vais vous lire et commenter rapidement. Le sol de l'art nouveau n'est plus le peuple. On conçoit le peuple de manière idyllique. On s'efforce de tendre vers lui. L'individualité règne, c'est-à-dire qu'elle possède maintenant en soi les forces autrefois latentes dans les masses. L'individualité comme extrait du peuple, dépérissement en faveur d'une floraison. Et cette dernière phrase, « Il est impossible de poser à nouveau les buts culturels d'aujourd'hui comme des buts pour les masses. » Si Wagner avait lu cette phrase, il aurait sauté au plafond, il aurait vomi sur Nietzsche et sur toute son œuvre. Wagner est en même temps, certes, un musicien de génie, personne ne le conteste, mais il est en même temps l'artiste qui rêve d'une relation impossible, désormais impossible, entre le créateur et le peuple. Nietzsche parle de conception idyllique. Wagner rêve d'un peuple qui n'existe pas, comme Hitler rêvera d'un folk qui n'existe pas. Bon, on est dans la même configuration. Bon. Donc, Wagner rêve d'un peuple qui n'existe pas. L'Allemand contemporain de la naissance du Reich ne peut pas s'arracher à la solitude du créateur. Il est hors de question pour Nietzsche qu'un artiste puisse créer quelque chose d'authentique et de puissant aujourd'hui s'il est frappé du sceau du nationalisme ou s'il veut absolument plaire au peuple et plaire aux masses. Voilà donc la première découverte. Les individus sont nés sur le sol grec. Nietzsche en est convaincu. C'est le début de l'individualité qui renaît ensuite à la Renaissance et qui se redéveloppe ensuite à partir du XVIIIe, XIXe siècle, en France d'abord, avec la philosophie des Lumières, puis dans les autres pays européens. Donc nous sommes en train de nous individualiser. Et Wagner est à rebrousse-poil de ce cheminement, puisqu'il rêve
de séduire le peuple, d'avoir avec lui le peuple allemand, de fonder une civilisation qui valorisera, qui exacerbera les qualités d'un peuple fantasmatique. Deuxième découverte permise par le sol grec, la découverte de la science créatrice. C'est l'évasion grecque qui a permis à Nietzsche de s'éloigner, on vient de le voir, du nationalisme wagnérien. Et une formule tardive de 1887 permet de mieux saisir cette distance dont je viens de parler. Cette formule est très brève. L'art a plus de valeur que la vérité. Cette formule a été commentée longuement par Heidegger dans Le mot de Nietzsche, Dieu est mort. Il y a un très beau commentaire de Martin Heidegger. Et elle recèle une grande part de ce qui opposera Nietzsche à Wagner autant qu'à Schopenhauer. Parce qu'au fond, en rejetant Wagner, Nietzsche va rejeter en même temps Schopenhauer. Très rapidement, dans les années 1876. Ce que sa fréquentation assidue des Grecs a fait découvrir à Nietzsche, c'est que la vérité elle-même, quand on s'éloigne de Platon et de l'idée que la vérité nous permet d'atteindre la certitude absolue, les choses supérieures, le monde d'en haut, le suprasensible, comme disait Platon, non, la vérité, pour Nietzsche, est une création. Elle est le fruit de l'activité créatrice. La vérité est œuvre d'art d'une certaine manière. À partir de la civilisation grecque, c'est dans les constructions intellectuelles de la philosophie et des sciences, l'astronomie par exemple, que s'est manifestée la créativité humaine, le plus nettement. Après des millénaires durant lesquels c'était le mythe qui manifestait la puissance créative. Or, le mythe est très probablement, même s'il est difficile de le dire de façon catégorique, mais très probablement une création collective. C'est les peuples qui inventent leur mythe. Alors qu'à partir des Grecs, on a des individus, et Nietzsche insiste beaucoup dans ses œuvres de jeunesse là-dessus, on a des individus qui inventent de nouvelles visions du monde, de nouvelles conceptions de la nature, de nouveaux concepts, et ce sont pour Nietzsche de véritables créations. Donc, la connaissance est création, la vérité est art, et donc on est aux antipodes ici d'un Wagner qui voudrait défendre l'art contre la vérité. Les inventions de la science sont le fruit de notre activité créatrice, d'une part, mais d'autre part, les inventions de la science, Nietzsche insiste très intelligemment là-dessus, les inventions de la science dessinent le nouveau décor à l'intérieur duquel les hommes vont manifester leur puissance créatrice. Qui dessine l'image du monde depuis 2500 ans? Bon, mon ami Ozer a fait une conférence à laquelle certains d'entre vous ont assisté, il y a un peu plus de mois. Qui dessine l'image du monde dans laquelle nous devons ensuite prendre place, trouver un sens et bâtir nos vies et nos créations? Ce sont les scientifiques, ce sont les astronomes, ce sont les astrophysiciens, ce sont les physiciens, ce sont les biologistes, ce sont eux qui dessinent le monde, et celui qui se croit étranger à cela se leurre complètement, parce que même s'il n'a pas étudié la science, les configurations scientifiques pénètrent nos cerveaux, parce qu'elles pénètrent l'ensemble de notre civilisation, à travers les objets même que nous utilisons, bien sûr. Ces objets ne sont pas neutres. Bon, en allumant votre téléphone portable, vous vérifiez les principes de la physique quantique, vous vous situez dans un monde qui est le monde tracé par les grands savants qui nous ont précédés. Donc c'est parce que Nietzsche a séjourné sur le sol grec, bien davantage que sur le sol allemand, qu'il a pu prendre ses distances avec le nationalisme de Wagner, ce nationalisme teinté d'antisémitisme, et dont Nietzsche ne saura plus comment se débarrasser. Il y a quelque chose de très touchant. Moi je trouve ça touchant, mais peut-être que je suis un peu sensible quand on parle de mon ami Nietzsche. En 1888, donc la dernière année où il écrit des livres. Début 1889, l'image est célèbre, elle est parfois contestée, mais peu importe, si non è vero ben trovato, comme disent nos amis italiens. Il voit dans une rue de Turin un cocher fouetter sauvagement un cheval. Il va se précipiter au cou du cheval, parler à l'oreille du cheval, il n'y a pas que dans les films qu'on parle à l'oreille des chevaux, et il va s'effondrer. Et il ne se relèvera plus. On le ramène chez son logeur, son ami Overbeck vient le chercher, on l'interne
à Bâle et puis ensuite à Iéna. Bon. Et il va vivre 12 ans de façon quasiment végétative, puisqu'il va mourir seulement en 1900. Et c'est pendant ces 12 années, ces longues 12 années, que sa sœur, qui elle était une nationaliste, une antisémite, mais une antisémite farouche, une nationaliste farouche. Est-ce que vous savez que la sœur de Nietzsche, Elisabeth, est allée jusqu'à fonder avec son mari, l'officier prussien Förster, une colonie de race pure au Paraguay en 1878? Hitler vient de naître, vous n'êtes peut-être même pas né. Bon, on dit une colonie de race pure. Bon. Et donc, c'est pendant ces 12 années qu'Elisabeth publie un livre signé Nietzsche qui n'est pas de Nietzsche, La volonté de puissance. Elle est allée chercher dans les cahiers de son frère toutes sortes de phrases qu'elle a tripatouillées plus ou moins. Bon, c'est ce livre qu'elle fait pénétrer dans les milieux qui vont donner naissance au national-socialisme. Elle reçoit Adolf Hitler au sein des archives Nietzsche. Elle offre la canne de Nietzsche à Hitler. Nietzsche a dû hurler dans sa tombe, je l'entends encore. Hein. Et Hitler assiste en personne aux obsèques d'Elisabeth Nietzsche. Imaginez qu'Hitler n'allait pas assister aux obsèques de Tartampion. Hein. Voilà. Donc c'est ce fantasme qui a pénétré les élèves. Il fallait beaucoup jeter des fleurs, mais bon, ça fait du bien quand même, puisqu'on ne m'en offre pas souvent. Hein. Bon. Il fallait beaucoup de mérite quand j'étais étudiant à Nice, à la fin des années 60, pour étudier Nietzsche. À l'époque, on avait un gros manuel qui était l'histoire de la philosophie d'Émile Breillet. Ceux qui ont fait des études de philo, s'il y en a parmi vous, l'ont peut-être pratiqué. C'était donc en 7 ou 8 volumes. Ça partait de la Grèce, ça finissait au XXe siècle. Quand vous ouvriez le Breillet 19e siècle, vous aviez sur Nietzsche une page pour ce géant, qui est peut-être le plus grand depuis 2000 ans. Une page dans laquelle il était écrit Nietzsche, probablement l'un des philosophes qui a influencé le national-socialisme. J'ai brûlé cet exemplaire, hein. Je vous conseille d'en faire autant si vous en avez un autre dans votre bibliothèque, un jour de printemps, à Saint-Jean, vous mettez le feu. Il faut mettre le feu à des livres comme ça, c'est trop monstrueux. Bien. Donc voilà l'itinéraire. Donc la dernière année où Nietzsche publie des livres, avant l'effondrement, il consacre 2 livres sur 4 à Wagner. C'est quand même spectaculaire. Le cas Wagner et Nietzsche contre Wagner. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il ne sait plus quoi faire. 17 ans après avoir écrit La naissance de la tragédie, pour s'arracher du front cette étiquette qu'on lui a collée. Nietzsche, philosophe d'obédience wagnérienne, nationaliste wagnerien, probablement antisémite, alors que Nietzsche a dit lui-même « je suis anti-antisémite ». Une belle expression, anti-antisémite. Nietzsche est allé jusqu'à retirer toutes ses œuvres d'un éditeur avec lequel il avait un peu de succès, parce que c'était l'éditeur de Wagner. Il apprend que cet éditeur vient de publier un catéchisme antisémite, et Nietzsche immédiatement retire ses œuvres de chez cet éditeur. Résultat des courses, il ne vend plus rien. Il ne vend plus rien. Savez-vous combien il a vendu d'exemplaires d'Ainsi parlait Zarathustra? 100 exemplaires. Je demande pardon à Nietzsche tous les soirs, en m'endormant, pour vendre quelques centaines ou milliers d'exemplaires de mes livres, alors que Nietzsche a vendu 100 exemplaires d'Ainsi parlait Zarathustra. Parce qu'il a retiré ses livres de l'éditeur antisémite. Bien. Donc voilà pour ce premier voyage que je vous ai proposé, le voyage civilisationnel, comment, grâce à ce détour par la Grèce antique, Nietzsche a pu rompre avec cette brève passion, parce que c'était beaucoup plus court que certains le disent, puisque je vous ai expliqué. Si on lit les lettres écrites depuis le front de 1870, on s'aperçoit que déjà dès 1870, Nietzsche avait pris toutes ses distances avec le nationalisme de Wagner. Bien. Alors on va maintenant passer à un second voyage, avec un second guide, l'évasion temporelle ou la méthode rousseauiste. Je vais partir d'une phrase qui est une phrase d'un livre non publié de Rousseau, qui a été édité après sa mort, une phrase que Claude Lévi-Strauss, ça me permet de faire un lien entre la deuxième et la troisième partie de cette conférence, que Lévi-Strauss aimait énormément, qu'il a cité plusieurs fois dans ses œuvres.
c'est dans un très beau petit livre qui s'appelle « L'essai sur l'origine des langues ». Si vous n'avez jamais lu cet essai, je vous le recommande. C'est tout à fait brillantissime. Voilà cette phrase. « Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi. Mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin. Il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. » D'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. Cette formule de Rousseau a eu une profonde influence sur Claude Lévi-Strauss. Quelle méthode a choisi Rousseau pour porter sa vue au loin? Il a fait table rase. Cette formule trouble encore aujourd'hui les lecteurs de Nietzsche. Il a fait table rase, il nous demande de faire table rase de toutes nos observations, de tous les discours qu'on a construits sur l'histoire des hommes, sur l'origine de l'humanité, sur les anciennes civilisations. Faisons table rase. Pourquoi? Pourquoi rejeter d'abord l'observation? Parce que l'observation observe quoi? Elle observe un homme qui a été complètement déformé par l'histoire, complètement transformé par la suite des événements historiques que cette humanité a vécu. Et donc, observer l'homme actuel ne nous donne aucune indication fiable sur la nature humaine originelle. Rousseau, vous le savez, au début du discours sur l'inégalité, compare, utilise une jolie métaphore, il dit, à l'époque, je ne sais pas si c'était des plongeurs sous-marins, mais peu importe, on peut l'imaginer, on trouve au fond de l'eau une vieille statue romaine, la statue de Glaucus, qui est un dieu ou demi-dieu de l'époque, elle est recouverte d'algues, de coquillages, bon, personne ne peut identifier quel est le dieu représenté dans cette sculpture. Il va falloir gratter, 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 et puis on va trouver enfin sous l'amas de concrétions qui se sont accumulées sur cette statue au fil des millénaires, la statue originaire. Donc cette image est souvent citée. Donc rejeter l'observation et rejeter les discours. Pourquoi les discours? Parce que les discours eux-mêmes sont récents. Les discours eux-mêmes n'ont pu prendre en compte qu'un homme qui est déformé par le temps. Je cite Rousseau. « Commençons par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Il ne faut pas prendre des recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses qu'à montrer la véritable origine, semblable à ceux que font tous les jours les physiciens sur la formation du monde. » Grande modernité au fond de Rousseau. Rousseau dit « J'écarte les faits et je vais bâtir des hypothèses. Ce sont des conjectures, ne les prenez pas pour des vérités historiques, mais ces conjectures sont, je l'espère, des Rousseau vraisemblables, et en tout cas, si elles permettent d'éclairer la situation présente de l'homme, on pourra augmenter leur degré de vraisemblance. Vous le savez, c'est au contact de la nature, au cours de promenades interminables, que Rousseau a recherché, au fond de lui-même, les traces d'un passé immémorial. C'est en se promenant dans la nature, c'est en usant de son imagination, qui est la faculté la plus apte à engendrer des conjectures vraisemblables, que Rousseau va bâtir son récit sur l'origine de l'homme. Ce n'est pas un livre d'ailleurs qu'il avait choisi, vous le savez, il a répondu à un concours de l'Académie de Dijon, pour écrire le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. L'homme du siècle des Lumières, qui est un homme qui est englué dans les affaires de son siècle, n'a pas ce recul, justement. C'est ce que Rousseau lui reproche, d'où ses incompréhensions, d'où ses tensions avec tous les grands de son temps. On s'aperçoit aujourd'hui que Rousseau a souvent raison contre ceux qui l'ont critiqué à son époque. Et donc, en déambulant dans la campagne, en particulier dans la campagne savoyarde, Rousseau voit ce à quoi ses contemporains sont aveugles. Alors je viens d'évoquer la campagne savoyarde, je ne sais pas si ça a eu une influence sur ma vocation de philosophe, j'ai souvent dit que c'est la lecture de Camus qui m'a rendu philosophe, mais en vieillissant, je me dis, il y a peut-être aussi autre chose. J'ai passé tous mes étés, étant enfant, jusqu'à l'adolescence, dans un chalet savoyard que possédait ma grand-mère, et ce chalet était à 300 mètres de la maison des Charmettes,
la maison de Madame de Warens, où Rousseau a séjourné, a connu un grand bonheur auprès de cette dame qu'il avait accueillie, qu'il appelait maman, même s'il avait des rapports peut-être pas tout à fait mère-enfant avec elle, mais bon, ne rentrons pas dans des détails sordides. Donc j'ai marché sur les traces de Rousseau pendant des années, j'ai emprunté les chemins que Rousseau avait empruntés à cette époque, et qui sait si ça n'a pas eu une petite incidence sur ma vocation de philosophe. La civilisation est un risque. Qu'est-ce que Rousseau apprend au cours de ses promenades? Deux ou trois choses que je vais égrener rapidement. D'abord, la civilisation est un risque, et c'est un risque que nous n'avons pas vraiment choisi. Rousseau est très remarquable là-dessus. Nous n'avons pas choisi la civilisation. C'est une évidence. De même que nous n'avons pas choisi de devenir conscients. Je suis troublé du fait que mes collègues philosophes sont aussi peu attentifs à cette formule incontestable. Nous n'avons pas choisi de devenir conscients, puisque pour choisir de devenir conscient, il aurait fallu être conscient avant d'être conscient. Vous me suivez, hein? D'accord? La conscience nous est tombée dessus. On n'a rien demandé. On était content en marchant à quatre pattes. Hein? Bon. On n'a pas choisi du tout la conscience et la civilisation. La civilisation, la conscience, nous sont tombés dessus. Les humains sont embarqués, pour en prendre l'image pascalienne, dans une destinée qu'ils n'ont pas choisie du tout. D'ailleurs, choisit-on sa destinée, aussi bien les individus que... C'est un grand débat. J'ai eu la chance d'entendre, quand j'étais étudiant à Nice, un remarquable rousseauiste qui était Jean Starobinski, qui nous a quittés il y a quelques années, un philosophe suisse, un des meilleurs commentateurs de Rousseau. Et Starobinski répète dans ses œuvres, dans ses commentaires, que la philosophie de Rousseau, c'est un système de disculpation. Rousseau passe son temps à chercher des excuses à l'être humain. Bon. Il ne cesse de disculper l'homme. Au fond, ce n'est pas de notre faute si nous sommes devenus comme ça. On n'a rien choisi, on n'a pas choisi notre chemin, etc., etc. Donc la civilisation est un risque que nous n'avons pas choisi. Deuxièmement, la civilisation est un risque nécessaire. Aucun retour en arrière n'est possible. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas choisi la civilisation qu'on pourrait décider demain, j'appuie sur le bouton, hein, et j'enclenche la marche arrière, et je reviens à l'état de nature. Non, ça c'est à tout jamais impossible. Si l'on parvenait à éliminer les côtés négatifs de la vie sociale, ce qui est utopique, mais certains y croient, et ils vont même marcher dans les rues à ce sujet, l'homme devrait, je cite le contrat social, cette formule capitale, qu'on cite trop peu souvent, parce qu'elle suffit à montrer à quel point Rousseau est aux antipodes de ce qu'on lui fait dire, c'est l'horrible Voltaire. Enfin, Voltaire, j'ai tort de l'horrible Voltaire, c'est un grand monsieur Voltaire, mais il est horrible par rapport à Rousseau. Hein. Il me prend envie de marcher à quatre pattes quand je lis vos ouvrages, monsieur Rousseau. Je vous assure que si quelqu'un écrit ça sur Granat Rollo aujourd'hui, je sombre en dépression. Hein. Le plus grand intellectuel du siècle, il dit « il me prend envie de marcher à quatre pattes quand je lis vos ouvrages ». Bon. Non, voilà ce qu'écrit Rousseau dans le contrat social, c'est transparent. L'homme devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais, qu'il arracha à l'état de nature, et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Animal stupide et borné. Voilà ce que nous étions avant de prendre ce chemin de la conscience et de la civilisation. Une fois apparue la civilisation, le renoncement à la civilisation serait désastreux, serait une catastrophe, nous ramènerait à un état inférieur à l'état de nature. Dans l'état, je cite Rousseau, dans l'état où sont désormais les choses, un homme abandonné dès sa naissance à lui-même parmi les autres serait le plus défiguré de tous. Les préjugés, l'autorité, la nécessité, l'exemple, toutes les institutions sociales dans lesquelles nous nous trouvons submergés étoufferaient en lui la nature. Avant d'arriver au troisième point, je vous ai tout à l'heure évoqué la belle préface que mon ami Boris Cyrulnik a rédigée pour mon dernier livre. Cyrulnik, vous l'avez sans doute entendu, en conférence, cite souvent l'exemple des orphelinats roumains. Hein, après la chute de Ceausescu, il s'est rendu en Roumanie. En Roumanie, il y avait des orphelinats dans lesquels
pauvres enfants étaient laissés sans éducation, ils étaient nourris, hein, enfin, ils ne parlaient pas, ils n'avaient aucun contact affectif, bien entendu. Bon. Et Cyrulnik cite cet exemple. Si vous mettez un singe, un chimpanzé, un gorille, un singe un peu évolué devant une glace, et que vous mettez de la confiture sur l'oreille du singe, le singe passe sa main sur son oreille pour bouffer la confiture. Si vous mettez de la confiture sur l'oreille d'un orphelin roumain, il lèche la glace. Il lèche la glace. Aucun orphelin roumain n'a passé sa main sur son oreille pour attraper la confiture. Autrement dit, l'homme sans éducation est un sous-singe. Un sous-singe. Je pèse mes mots. Et Rousseau le sait, et il l'écrit. Troisième révélation. La civilisation est un risque dont l'issue est incertaine. Toutes les facultés qui vont se développer dans l'état civil sont indéterminées. Ça, c'est, je crois, la plus grande modernité de Rousseau. Elles peuvent être utilisées aussi bien en vue du bonheur de l'homme qu'en vue de son malheur. Elles peuvent être utilisées de façon égoïste, en vertu de notre amour-propre, Rousseau a écrit de très belles choses sur l'amour-propre, que de façon altruiste, amour de soi, débouchant sur la compassion. Rousseau prend régulièrement, je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple de l'imagination. Elle est la faculté fondamentale qui nous distingue des autres. Ce n'est pas la raison qui nous distingue. Les animaux sont peut-être plus raisonnables que nous, à certains égards. Non, c'est l'imagination qui nous distingue des bêtes. La faculté de nous détacher du présent, de voir loin, de substituer un virtuel, comme on dit aujourd'hui, à la réalité. Elle est la source de tous les progrès de la civilisation, de tous les progrès spirituels. Mais elle peut engendrer aussi bien la compassion que le sadisme. Je cite Rousseau. Sitôt que ces facultés virtuelles se mettent en action, l'imagination la plus active de toutes s'éveille et les devance. C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des possibles, soit en bien, soit en mal, et qui par conséquent excite et nourrit les désirs par l'espoir de les satisfaire. Grande ambiguïté de l'imagination. L'imagination permet la compassion. Rousseau a écrit dans Émile des pages tout à fait remarquables, exceptionnelles même, sur ce qu'il appelle à tort la pitié. C'est pour ça que ces pages sont parfois mal comprises. Non, c'est la compassion. Il aurait dû dire compassion. Ou empathie, pour employer un mot cher à Boris Cyrulnik, dont on vient de parler tout à l'heure. La capacité d'empathie, se mettre à la place d'eux, essayer de ressentir ce que l'autre ressent. Bien. Donc, l'imagination permet l'empathie. Oui, mais elle permet aussi bien le sadisme. Supposez un sadique qui vous téléphone à 3 heures du matin pour vous menacer et vous insulter. Si ce sadique n'a pas d'imagination, perd son temps. Hein. Qu'est-ce qui le fait jouir? C'est d'imaginer la terreur dans laquelle vous trouvez. Oh, ils ne vont pas dormir de la nuit. Quel bonheur. Je vais les rendre fous. C'est l'imagination qui rend possible le sadisme. Sans imagination, il n'y a pas de sadisme. Hein. Soit en bien, soit en mal. L'imagination permet la compassion, elle permet le sadisme. Donc, à aucun moment, Rousseau ne se déclare l'adepte d'une régression quelconque, d'un pas en arrière vers un paradis perdu auquel il n'a jamais cru. Non seulement il n'est pas l'ennemi du progrès, mais il est le philosophe qui a forgé un terme plus intéressant que le mot progrès. C'est dans le second discours que Rousseau crée ce néologisme perfectibilité que je fais sauter sur l'écran. Je le cite. Il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue, l'homme et l'animal, sur laquelle il ne peut y avoir de contestation. C'est la faculté de se perfectionner. Faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres et qui réside parmi nous tant dans l'espèce que dans l'individu. Au lieu qu'un animal est au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce au bout de 1000 ans, ce qu'elle était la première année de ces 1000 ans. Donc Rousseau, non seulement n'est pas l'ennemi du progrès, il crée un mot qui est peut-être préférable au mot progrès, parce qu'il porte en lui l'ambivalence
De même qu'il y a ambivalence de l'imagination, il y a ambivalence effectivement du progrès. C'est pour ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-à-dire faculté de se transformer. Rousseau est ainsi à l'origine des grandes philosophies de l'histoire, nul n'en doute aujourd'hui, Kant, Hegel en particulier, et il perçoit avec beaucoup de lucidité l'ambivalence de cette perfectibilité, qui rend indéterminé notre avenir. Je le cite, « Pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? N'est-ce pas parce qu'il retourne ainsi dans son état primitif, et tandis que la bête qui n'a rien acquis et qui n'a rien à perdre reste toujours avec son instinct, l'homme, reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête elle-même. » C'est ce qui m'a mené à dire tout à l'heure que l'homme sans éducation est un sous-singe. Sans éducation, l'homme est un sous-singe. Doté de perfectibilité, l'homme ne peut être rien d'autre que ce qu'il se fait. Il n'y a pas que la femme qui est rien d'autre que ce qu'elle se fait. Hein? L'homme, l'humain. Voilà, l'humain. C'est entre ses mains que repose son avenir. C'est une thèse éminemment moderne qui fait de Rousseau un philosophe plus proche de nous que les zélateurs un peu naïfs, un peu niais du progrès de la philosophie des Lumières. Le progrès est une notion éminemment religieuse. La perfectibilité n'est pas le progrès. Le progrès signifie que nécessairement demain sera meilleur qu'hier. Qui croit encore au progrès aujourd'hui? Qui est encore certain que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et qu'hier? Si on fait des sondages, on s'aperçoit qu'un nombre de plus en plus grand d'individus pensent que demain sera pire qu'hier et qu'avant-hier. Bon, c'est peut-être une erreur, mais en tout cas, le progrès comme croyance est une notion religieuse, ce qu'ont montré quantité de philosophes, comme le français Cournot, par exemple, au XIXe siècle. J'en viens à mon troisième guide, qui est Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, qui nous a quittés à 101 ans, il y a quelques années, était, je ne l'oublie pas, agrégé de philosophie. Et en ce qui me concerne, j'ai un peu la nostalgie, mais c'est une nostalgie un peu nombriliste peut-être, de ces anthropologues, psychologues ou sociologues qui étaient aussi des philosophes. Autrefois, on n'étudiait pas la sociologie, la psychologie ou l'anthropologie à l'université, on faisait philosophie et ensuite on se spécialisait en anthropologie, en psycho ou en sociologie. J'ai l'impression, mais peut-être parce que je tire scandaleusement la couverture à moi, que cette génération de savants des sciences humaines qui était passée par la philosophie avait peut-être un regard un peu plus large et un peu plus intéressant que les spécialistes que sont aujourd'hui les gens des sciences humaines. Bon, c'est un grand débat, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Rousseau a trouvé dans sa solitude, dans ses longues promenades, l'évasion nécessaire. Claude Lévi-Strauss a trouvé cette évasion, on le sait, dans la fréquentation des sociétés archaïques. Après son agrégation, il est nommé au Brésil, à l'Alliance française, et c'est là qu'il va faire connaissance des Indiens d'Amazonie. C'est là qu'il va fréquenter ces sociétés et écrire son premier livre, qui est peut-être le plus beau qu'il nous ait laissé, Triste Tropique, qui est à la fois un chef-d'œuvre littéraire et un grand livre, je dirais, de philosophie, parce que c'est de la philosophie. Voilà ce qu'il écrit dans ce livre. Allez mieux connaître les autres sociétés. Nous gagnons pourtant un moyen de nous détacher de la nôtre. Vous voyez, on retrouve voyage et évasion ici, chez notre troisième livre. Non point que celle-ci soit absolument ou seule mauvaise, très lucide. Non pas parce que nous sommes mauvais, comme le voudraient aujourd'hui les adeptes du wokisme, sur lequel j'ai fait de nombreuses conférences ces derniers mois. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est la seule dont nous devons nous affranchir. Alors, il faut nous détacher de notre civilisation, de notre culture, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est la seule dont nous devons nous affranchir pour nous ouvrir à quelque chose d'autre. Prenons l'exemple de la célèbre analyse de l'anthropophagie, conduite dans Triste Tropique, et qui a eu beaucoup de succès et qui a créé beaucoup d'émotions en même temps. Nous avons tous un rejet immédiat de l'anthropophagie, c'est même, les sondages l'ont montré, un des rares tabous qui demeurent. Les grands tabous, par exemple, concernant la sexualité, se sont effondrés les uns après les autres. L'anthropophagie, je crois que si vous mettez sur Facebook un message disant que vous encouragez vivement vos contemporains à manger de la chair humaine,
vous allez déclencher un certain rejet. Hein. Bon. C'est un des derniers tabous. Bien. Alors, il y a eu des formes, mais elles sont très rares, d'anthropophagie alimentaire, hein, impératif de survie. On sait que ça réapparaît régulièrement dans l'histoire. Vous vous souvenez de cette équipe de basketteurs hein, qui se sont abîmés dans les Andes et qui ont mangé les cadavres de leurs amis décédés. Il y a eu un film assez remarquable là-dessus. Bon, manger de la chair humaine, si c'est une condition de survie, c'est évidemment acceptable. Bien. Il y a eu aussi, mais elles sont relativement rares, des formes magiques ou religieuses, avec l'idée que, bon, manger son grand-père, c'est quand même lui accorder une sorte de survie, donc c'est pas inintéressant pour lui, c'est lui rendre hommage que manger son grand-père. Bien. Mais en réalité, la plupart des formes d'anthropophagie, et c'est ce que Lévi-Strauss montre magnifiquement dans Triste Tropique, sont des formes que j'appellerais politiques, pour employer un mot commode. De quoi s'agit-il? C'est l'idée que s'il y a dans le groupe un individu qui concentre en lui trop d'énergie, trop de violence, il est dangereux pour le groupe. Donc cet individu va mourir de mort naturelle ou on va le mettre à mort, et ensuite, en consommant la chair de son corps, on va répartir dans le groupe ces énergies qui étaient dangereuses parce qu'elles étaient concentrées chez un seul homme, elles vont devenir positives parce qu'elles vont être disséminées en quelque sorte dans le groupe et chez tous les membres du groupe. Et c'est cette dernière forme qui nous permet de comprendre au fond que notre façon à nous, et c'est ça le cœur du texte, notre façon à nous de traiter les individus dangereux, c'est quoi? C'est l'emprisonnement ou c'est l'asile psychiatrique. Ça nous paraît aller de soi, alors que ça devrait peut-être susciter nos interrogations. Nous avons si peu de recul par rapport à cette habitude d'enfermer les individus dangereux que nous n'avons pas de mots. On a un mot pour manger de la chair humaine alors que vous ne faites pas ça tous les matins, hein, rassurez-moi. Bon, on a un mot, anthropophagie. On n'a pas de mot pour désigner la mise à l'écart d'individus dangereux. Lévi-Strauss est obligé de créer un mot. Alors comme c'est un agrégé, qu'il a fait du grec, bien sûr, comme tout agrégé de philosophie digne de ce nom, il s'appuie sur les racines grecques et il crée le mot anthropoémie. Et anthropos, l'homme, est mis à l'écart. On met à l'écart l'individu dangereux. Et Lévi-Strauss écrit, à la plupart des sociétés que nous appelons primitives, cette coutume, l'anthropoémie, inspirerait une horreur profonde. Si on allait dire aux hommes de ces tribus, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a des individus dangereux ou des criminels au sein du groupe? On les enferme jusqu'à la fin de leur vie. Ils trouvent ça absolument effarant. C'est du gâchis. Alors que le manger collectivement dans une grande fête rituelle, c'est bénéficier de l'énergie de ces hommes et c'est renforcer la santé du groupe. De même, en restant enfermés dans notre paradigme technicien, nous sommes naïvement persuadés que nos sociétés évoluées sont créatrices d'ordre. Hein, nous avons créé beaucoup d'ordre dans le monde. Bon. Or, en fréquentant les sociétés qu'on appelle primitives, Lévi-Strauss découvre que les techniques rudimentaires de ces sociétés ont pour effet qu'elles créent très peu de désordre, très peu d'entropie. D'abord au sein du groupe, hein, il y a une grande égalité entre les membres, il y a une unanimité, le plus souvent, dans les décisions, tandis que les sociétés évoluées créent, par l'organisation du travail, beaucoup d'entropie, des luttes sociales, bon, on a la preuve aujourd'hui, hein, des transformations historiques, etc. Et puis, si l'on regarde maintenant les rapports homme-nature, c'est encore plus net. On découvre que les villes et les champs créent plus d'entropie que d'ordre. Et ça commence à être reconnu par les spécialistes. Les historiens reconnaissent unanimement aujourd'hui que la fin des civilisations, l'une des grandes causes de la fin des civilisations, est liée à l'appauvrissement des sols dû à l'agriculture intensive. On en est de plus en plus convaincu, de plus en plus persuadé. Et Lévi-Strauss écrit « Le monde a commencé sans l'homme, il finira sans lui. L'homme apparaît lui-même comme une machine, peut-être plus perfectionnée que les autres, travaillant à la désagrégation d'un ordre originel, et précipitant une matière puissamment organisée vers une inertie toujours plus grande qui sera un jour définitive. » Donc la fréquentation des sociétés archaïques, il faut les appeler archaïques et pas primitives, qui est un mot un peu choquant moralement,
Eh bien, la fréquentation des sociétés archaïques, c'est ce voyage semblable à celui de Nietzsche. On s'éloigne de la côte, on regarde notre côte vue de loin et on s'aperçoit que notre société qu'on croyait créatrice d'ordre crée beaucoup d'entropie, c'est le mot technique et scientifique pour parler du désordre. C'est un concept physique apparu dans la thermodynamique du 19e siècle, je pense que vous le savez. On crée beaucoup de désordre dans le groupe et dans les rapports avec la nature. Alors il est temps de conclure. Nietzsche, Rousseau et Lévi-Strauss nous ont permis de distinguer 3 façons de pratiquer l'évasion intellectuelle pour mieux cerner le monde présent. L'apport majeur de ces évasions intellectuelles, est-ce que ce n'est pas en définitive de nous conduire vers une plus grande liberté? En se déprenant du présent, en s'imprégnant de la relativité de nos convictions, le philosophe n'a-t-il pas pour mission de nous aider aussi à désapprendre? Lévi-Strauss l'a superbement exprimé dans sa première œuvre publiée, Triste Tropique. Je le cite. « La contemplation procure à l'homme l'unique faveur qu'il sache mériter. » Et ces mots sont très beaux, je trouve. « Suspendre la marche, se déprendre, se déprendre. » Si vous deviez retenir un seul mot de cette conférence, je pense que ça devrait être celui-là. Se déprendre, se désadapter, désapprendre. 3 termes plus ou moins interchangeables qu'utilisent indifféremment ces guides exceptionnels que sont Rousseau, Nietzsche et Lévi-Strauss. Apprenons à désapprendre, apprenons à nous déprendre dans une société qui vante tous les jours, et tant que ça finisse, parce que je bafouille, hein, vous l'avez remarqué. Non, vous êtes gentil, vous faites semblant de ne pas l'avoir remarqué. Dans une société qui vante l'adaptation et qui sacralise l'éphémère, il s'agit d'une urgence absolue. Merci de votre remarquable attention.